Salut tout le monde, c'est Louis Gilbert, c'est encore moi. On va voir aujourd'hui la théorie constitutionnelle, donc j'espère que ce sera pas trop compliqué. Je vais essayer de faire simple et rapide. Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir de la théorie constitutionnelle. Donc c'est pas forcément toujours très simple à comprendre au début et assez compliqué. Mais bon, je suis là justement pour faciliter la chose. Donc vous pouvez me remercier. Je rigole bien sûr. On va commencer. Il faudra déjà distinguer, bon je vais faire ça tout de suite, la différence entre un pouvoir constituant originaire et le pouvoir constituant dérivé. Alors c'est un premier concept qui, en tel quel, est pas très compliqué. Et vous allez voir, en fait, c'est un concept assez partiel, assez abstrait, comme tous les autres qu'on va voir, mais qui est réutilisé énormément, enfin, du coup, pour la première année, dans le droit constitutionnel. Et il faut bien le comprendre, bien le saisir pour ensuite pouvoir se permettre et pouvoir les réutiliser dans des dissertations ou autres. Donc, qu'est-ce que c'est? On va commencer par le pouvoir constituant originaire. Qu'est-ce que c'est le pouvoir constituant originaire? Pour constitution originaire, c'est les acteurs à la création de la constitution. Donc, quand imaginons, comme je vous en avais parlé dans la première vidéo, quand une nouvelle constitution est créée pour mettre en place un nouveau système, par un nouveau dirigeant, par un nouveau pouvoir en place, ces personnes qui rédigent la constitution, pour installer un nouveau système, on les appelle les pouvoirs constituants originaires. Okay. On les appelle aussi les pouvoirs constituants, pour faire plus simple. Donc, ce sont vraiment des acteurs qui vont créer de base la Constitution, qui vont répartir les compétences, comme on a vu sur la dernière vidéo, qui vont répartir les compétences avec la Constitution entre chaque organe. À côté du pouvoir constituant originaire, on a le pouvoir constituant dérivé, ou autrement dit, le pouvoir constitué. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer, c'est pas compliqué. C'est les organes, justement, qui ont pu récupérer des pouvoirs grâce à la répartition qu'a faite la Constitution. Ces trois pouvoirs sont les trois pouvoirs d'un État. C'est le pouvoir législatif, judiciaire et exécutif. Donc, si on peut donner des exemples, le pouvoir exécutif, c'est le gouvernement. Le pouvoir judiciaire, c'est la justice en général. Et le pouvoir législatif, c'est l'Assemblée nationale ou le Sénat plutôt. Qu'on appelle aussi le Parlement quand l'un et l'autre sont ensemble. Bref, ça on reviendra sur une autre vidéo. Donc, d'un côté, on a le pouvoir constituant originaire qui est le créateur de la Constitution, et le pouvoir constituant dérivé qui, justement, lui, s'attribue ces compétences qui ont été confiées par la Constitution. Et par rapport à la Constitution, du coup, ces deux pouvoirs ont un lien direct, parce que l'un, du coup, va être créateur à la Constitution, donc il va créer la Constitution, et un autre, du coup, va devoir respecter les conditions qui ont été fixées par le pouvoir constituant originaire. Cependant, ce pouvoir constituant dérivé, ces organes du pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif, et tout en particulier le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ils auront la capacité, plus tard, de réviser cette constitution. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, réviser la constitution n'est pas la même chose que de créer une nouvelle constitution. C'est bien autre chose. C'est comme si, je sais pas, moi... je veux fabriquer une maison, ma maison se casse, je la reconstruis, j'en achète pas une nouvelle. C'est la même chose. On n'achète pas une nouvelle constitution, non, on la révise, on la reconstruit pour l'améliorer. Il faut bien comprendre ça. Donc, pouvoir constituant originaire, pouvoir constituant dérivé, ou pouvoir constitué et pouvoir constituant. Donc ces deux-là ont du coup un lien direct avec la Constitution. Et c'est très important pour comprendre parce que quand du coup le pouvoir constituant dérivé ou le pouvoir constituant, on va le faire comme ça, est tenu de respecter le pouvoir constituant, enfin les cadres qu'a donné, les compétences qu'a fixé le pouvoir constituant, il est néanmoins capable de réviser la Constitution. Du coup, dans la révision constitutionnelle, comme je l'ai dit, c'est les pouvoirs constitués, donc pouvoirs législatifs et exécutifs en particulier, qui auront la possibilité de mettre en place cette révision constitutionnelle. Mais c'est l'article 89 de la Constitution, si vous voulez déjà regarder. Sur cette révision constitutionnelle, donc, il y a deux façons de réviser la Constitution. Il faut savoir que du coup, chaque État, chaque nation ont une Constitution, et cette Constitution peut prendre différentes formes. Elle peut prendre deux formes spécifiquement. C'est soit une Constitution dite rigide, soit une Constitution dite souple. Et là, vous allez me dire, oui, c'est quoi la différence? La différence est simple.
La Constitution rigide que nous avons en France, c'est une procédure complexe et contraignante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout est déjà écrit sur des textes juridiques qui posent des conditions, comme j'ai dit, complexes et contraignantes. Et c'est cette constitution dite rigide. Pour la modifier, il y a des conditions spécifiques. Donc, c'est pas, on va dire, simple de la réviser. A contrario de la constitution souple, qui a une procédure simple, pas une procédure complexe et contraignante, il y a une procédure simple, où la constitution peut être simplement révisée avec des lois ordinaires. C'est ce qui est d'ailleurs le cas, si je dis pas de bêtises, en Angleterre. Donc en fin de compte, il faut mieux comprendre, c'est que ces deux constitutions sont très différentes l'une de l'autre. L'une a la possibilité, sans une procédure complexe, de modifier la constitution, ce qui reste néanmoins une révision constitutionnelle, quand de l'autre côté, la constitution rigide, c'est une procédure complexe et contraignante, avec des conditions particulières, pour procéder à cette révision constitutionnelle. Quand on comprend ça, du coup, on se dit, très bien, donc c'est vrai, c'est les pouvoirs constituants, enfin le pouvoir constituant dérivé au pouvoir constitué, qui va mettre en place cette révision constitutionnelle. Okay? Parce que comme on a vu, le pouvoir constituant originaire, c'est le créateur de la Constitution. Il ne révise pas la Constitution, il donne juste les pouvoirs au pouvoir constitué. Donc, c'est le pouvoir constitué, c'est lui qui se charge de réviser la Constitution. En fait, c'est tout simple, ce qu'il faut juste savoir, c'est que du coup, le pouvoir constituant originaire, il apparaît seulement à la création de la Constitution. Et après, on ne voit plus. Franchement, pour passer à la suite, entre la Constitution rigide et souple, il faut quand même qu'il y ait une procédure qui soit en place. Qu'elle soit simple ou complexe, une procédure doit être établie. Et là, je suis désolé, il va encore y avoir plein de nouveaux mots qui vont arriver. Ça s'appelle une constitution sous le sens formel. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai mis ici. C'est une institution qui change légalement la Constitution. Donc, principalement codifiée, principalement établie, une procédure présente qui est légale et qui va permettre à cette révision constitutionnelle. Et en fait, ce sens formel, c'est vraiment juste une nouvelle façon de dire que les pouvoirs constitués va pouvoir va pouvoir réviser la Constitution légalement dans les procédures qui lui sont données. C'est pas compliqué plus que ça. Pas plus compliqué. Voilà pour ça, du coup le sens formel, et ensuite on a le sens matériel. Donc forcément, ce que je disais, c'est que quand légalement on va changer la Constitution par la révision constitutionnelle grâce au pouvoir constitué, qu'elle soit rigide ou souple, il va y avoir légalement une révision constitutionnelle, voilà. Mais cependant, il y a aussi le sens matériel à prendre en compte. Donc c'est quoi le sens matériel? Le sens matériel, c'est modifier le contenu des textes et son sens. Donc forcément, quand la Constitution va être révisée, il y aura un changement des mots, des termes, du texte même de la Constitution. Et ce contenu, prendra un nouveau sens. Oui, il se rapprochera du sens ancien, mais en tout cas, des nouveaux mots et pourront permettre à une ambiguïté de s'installer et d'ouvrir ou de rétrécir l'acceptable et le sous-entendu de ce texte. Parce qu'il faut savoir que les textes constitutionnels, ou même les textes en général, surtout en France, sont des fois très très vastes et pas très précis. Du coup, c'est assez compliqué de savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire. Voilà. Donc, le sens, en fait, tout est lié. Quand il y a un sens formel, donc légalement, les organes constitués, voilà, ils changent la Constitution par la révision constitutionnelle qui, ainsi de suite, bouleverse le sens matériel qui modifie du coup le contenu et son sens. Enfin, il y a une dernière chose à rajouter entre ce sens formel et le sens matériel, que du coup, le sens formel, le changement légal de la Constitution, et le sens matériel, le changement du contenu et du sens de la Constitution, c'est qu'en parallèle, il y a aussi le sens informel.
Là, vous allez me dire, ah oui, mais attends, c'est le contraire du sens formel, du coup, c'est que du coup, c'est illégal, ça, le changement est illégal. Évidemment, comme je l'ai mis aussi, ça aide. Mais en effet, le changement, il n'y a pas de loi, et il n'est pas conforme à la loi. La Constitution peut changer illégalement, et d'autant plus qu'il faut savoir que, comme on a vu, la Constitution, elle peut changer son contenu et son sens. Mais dans un cas spécifique, dans le sens informel, la Constitution, il y a une modification uniquement du sens. Vous voyez, le sens, alors que le sens matériel, lui, nous disait que c'était le contenu et le sens qui étaient modifiés. Là, c'est uniquement le sens qui est modifié. Donc, le texte juridique de la Constitution reste le même, mais le sens va changer. C'est ce qu'on appelle le sens informel. Donc, changement illégal, sens informel, c'est changement légal, et modification du sens uniquement, ce qui n'est pas égal au sens matériel, parce que le sens matériel, c'est un changement du contenu, du texte, du corps du texte et du sens. Et ce sens informel, comme on a vu dans ma dernière vidéo, qu'est-ce que ça pourrait être? Comme ça, en effet, c'est pas super facile, mais c'est la coutume qui s'en charge. Et pour définir si il y a une coutume, il faut s'appuyer sur deux éléments pour comprendre si oui ou non un texte de la Constitution peut voir son sens changer. Donc il y aura un élément subjectif qui se base plutôt sur une croyance individuelle et un comportement observé où on croit que c'est du droit, et un élément objectif où l'on constate qu'il y a une répétition des pratiques, où on n'arrive pas à poser de date, du début ni de fin. Ces deux éléments-là, éléments subjectifs et objectifs, nous permettent de dire si oui ou non une coutume est présente. Cette coutume, du coup, aura forcément des répercussions sur les textes, sans avoir fait quelconque procédure dans ce sens, sans avoir été consulté par le représentant. Cette coutume, c'est vraiment quelque chose qui ne se saisit pas, qui n'est pas légale, donc illégale, puisqu'elle n'est pas conforme au droit. Elle devient conforme au droit parce que c'est une pratique qui se perdure. Et, comme je l'ai dit, les textes ne sont pas changés, le sens, lui, peut l'être, puisque les pratiques influent directement le droit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que d'ailleurs le droit en général est lié corps à corps avec les pratiques courantes. Si nos croyances changent d'une manière ou d'une autre, que ce soit par exemple pour l'IVG dernièrement, du coup il y a 60 ans, le droit n'aurait jamais posé une légalité, n'aurait jamais admis dans la Constitution l'IVG. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Donc, ces coutumes, ce quotidien, ces croyances dont on vit, impactent directement ce droit. Et c'est ce qu'on appelle, du coup, le sens informel. Une dernière chose, c'est que cette coutume, forcément, excusez-moi, il en existe trois sortes. Et je terminerai là-dessus. Et il y a la Segodum Legen, qui est une coutume qui complète et précise la loi. Je sais pas, moi, par exemple, je sais que pour une tradition comme la corrida, avant, elle était interdite. La loi l'avait proscrite, la corrida, seulement au vu des traditions d'une zone particulière, alors je sais plus si c'est une campagne, je pense, un truc comme ça, elle a pu permettre cette exception. Donc, ce Gudum Legen complète et précise la loi qui avant avait interdit la corrida, mais grâce à la coutume du village, elle a pu rester. On a ensuite la Praeter Legen, la coutume Praeter Legen, qui crée du droit dans le silence de la loi. Donc c'est celle dont je vous parlais principalement, c'est celle qui va le plus impacter et qui pourra le plus impacter le sens de la Constitution et le sens même de la loi, sans avoir changé les textes. Voilà. Et on a enfin le Contra Legen qui autorise le comportement interdit par la loi. Par exemple, ça peut être pour ce qui est des donations. Des fois, il faudrait à chaque fois aller voir le notaire pour une certaine somme, mais si on constate que la somme qui va être donnée n'atteint pas un montant exorbitant, il n'y aura pas besoin. A contrario,
même si la loi l'interdit, on accepte que les donations ne se fassent pas devant le notaire. Yo les poulets, bah écoutez, c'est la fin de la vidéo. Toujours en train de truc de manger, hein. J'adore la bouffe. Hein. Dites-vous que je fais la fin de la vidéo là, avant de commencer par l'intro. Bon, c'est pas grave, je ferai l'intro juste après. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais pas si vous connaissez la recette, c'est pain brioche beurre Nutella. C'est vraiment pas mal. Vous allez dire que je mange de la merde, mais bon, écoutez ce que je veux dire. C'est très bon, en tout cas, moi j'aime bien. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Hein, il faut bien quelques conneries à la fin, comme je dis. Et puis moi, ça m'amuse de faire quelques vidéos comme ça. Donc voilà, j'ai mon petit verre La Reine des Neiges. Tout va bien. Bon, allez, je vais vous laisser. Allez, on est en été. Il fait moche. J'en ai marre. J'en peux plus. Il pleut. Franchement. Bon, allez. Vive le droit, hein.